L'invité du jour de Matin Première, l'un des observateurs les plus assidus de la vie politique en France et aux États-Unis, François Durper. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Thimaudier. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du 3e tome de La Présidente, qui fait référence à Marine Le Pen. Comment avez-vous trouvé votre héroïne hier soir à la télévision ? Il faut préciser que mon héroïne n'est pas nécessairement celle que je soutiens dans la campagne. C'est votre héroïne de ce livre illustré. Voilà. Un peu comme tout le monde, je ne vais pas être original, complètement à côté de la plaque. Et elle a raté complètement, je dirais, d'une formule qu'elle a été à elle-même son propre plafond de verre, avec une occasion perdue parce qu'elle a fait des scores considérable. Le premier tour a été très réussi, une première partie de deuxième tour, une campagne également très réussie. Et là, son propre plafond de verre, on ne comprend pas bien. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a raté avant, pas ce qu'elle a raté pendant. C'est-à-dire que même dans l'approche stratégique du débat me semble complètement ratée. Est-ce que ça vous a surpris, vous qui l'étudiez sous tête le couture? Parce que voilà, vous avez sorti, on va en parler tout à l'heure, ces 3 tomes de, on va dire, bande dessinée, de ce livre illustré sur une perspective, mais que vous affinez, qui est très fine. Enfin, on en a parlé déjà, on vous avait reçu. Est-ce que ça vous a surpris, vous qui l'avez étudié? Ce qui m'a surpris, c'est que ce qu'on voit de Marine Le Pen, c'est que c'est l'antithèse de son père. Elle veut le pouvoir. Son père ne le voulait pas. Ouais. Et là, elle était dans une elle reprend opposition. Tous les schémas. Et là, on a l'impression qu'elle s'est re-Jean-marinisée. C'est-à-dire qu'au moment d'une possibilité historique d'accès à l'Élysée, ça, on est minoritaire à le penser, mais je pense qu'elle avait des chances dans ce deuxième tour, parce que c'est quand même une opportunité historique pour elle. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a fait ses scores considérables, mais elle a une gauche un peu divisée avec Mélenchon qui tergiverse et peut-être une abstention importante, et puis une droite dont elle pourrait, avec un certain discours, récupérer un grand nombre d'électeurs en se disant écoutez, oubliez que je suis d'extrême droite, pensez qu'aujourd'hui je suis la candidate de la droite conservatrice et contre celui qui a été le ministre de François Hollande. Mais hier, c'est pas du tout ce qu'elle a fait. Avec l'alliance Dupont-Aignan, avec la reprise des discours de François Fillon, etc. Mais elle devrait. Là, elle n'a pas du tout été dans ça. Moi, je vous donne un sondage qui me paraît quand même intéressant. Le dernier sondage, c'était du côté des fillonistes, 42% qui s'apprêtaient à voter pour Macron et 32% qui s'apprêtaient à voter pour Le Pen et 26% d'indécis. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire du côté des fillonistes. Or, elle a repris un discours très mélenchoniste, toujours dans sa sortie de l'euro, mais très 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 à gauche finalement. Et puis en creux, lui, Macron, il est apparu comme celui qui portait une partie du discours de la droite traditionnelle, très libérale. Vous voyez, j'essaie d'être sur le fond et pas seulement sur la forme. C'est vrai que sur la forme, elle a été dans l'excès, dans l'invective. Donc, elle n'a pas du tout été présidentielle. Ça aussi, c'est un problème. Mais je crois Macron l'a été ? Et Macron l'a été finalement... Il a eu cette posture, cette attitude qu'il fallait ? Même si vous analysez les gestes du corps, même la manière de se positionner sur son siège, lui était beaucoup plus campé. Elle était vraiment... les bras croisés, le refus du débat. Oui. On a l'impression qu'elle s'est, comme un cheval devant un obstacle, elle a refusé de passer cet obstacle. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce chaos dès le début. On sent qu'elle était... Alors, je ne sais pas si elle était trop préparée ou pas assez préparée. Donc, on connaît un petit peu les médias et la télé. Apparemment pas assez, pas suffisamment, parce qu'il y avait plein de fiches. C'est ce que tout le monde a observé. Oui, lui, il est arrivé avec tout dans la tête, lui, il en avait pas. La maîtrise, et elle avec plein de... Mais on l'a quand même vu, même sur les questions économiques. Je me souviens d'un débat qu'elle a eu avec le ministre de l'économie de l'époque, c'était Moscovici. Elle avait en face le ministre de l'économie. Donc, elle était quand même beaucoup plus affûtée sur son argumentaire. Là, on a vraiment l'impression peut-être qu'elle n'a pas résisté à la pression. Alors, vous donniez un petit peu l'importance, malgré tout, de ce débat télévisé. Pour certains observateurs, il avait de l'importance ou pas. Il pourrait changer le cours des choses ou pas. Est-ce que, selon vous, les choses sont encore inversables? Le 60-40% pour l'instant qui est donné dans les sondages en faveur d'Emmanuel Macron est-il inversable? Ce qui donnerait
tort à votre premier tome. Oui, moi j'ai pas dit que. Est-ce que vous avez encore peur que ce débat était nécessairement décisif. On ne connaît pas l'effet d'un débat. Est-ce que ce débat va au contraire relâcher la pression? Les gens, parce que bon, il y a 16 millions de gens qui l'ont regardé, donc il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas regardé, mais ils écoutent quand même les commentaires qu'on en fait. Et se disant. Finalement, c'est plié. Marine Le Pen est passée à côté. Donc, c'est un long fleuve tranquille. Moi, l'inconnu qui se pose, il y en a deux. On connaît les électeurs cachés du Front National. Maintenant, on les connaît, les gens qui votent Front National. Mais il y a l'abstention cachée. Est-ce qu'on arrive à évaluer à peu près le vrai taux d'abstention dimanche prochain, ou est-ce qu'on va avoir un 2002 à l'envers avec une forte mobilisation de premier tour, mais une mobilisation faible au deuxième? Et puis la deuxième chose, c'est ces reports cachés. Est-ce que effectivement on va avoir des surprises? Mais moi je pense qu'elle est quand même passée à côté de la possibilité d'aller chercher ces électeurs fillonistes dont elle a tant besoin. Finalement, elle ne s'adressait pas à son électorat. Son électorat, il est converti il est acquis, complètement. Elle aurait pu annoncer qu'elle hébergeait un sans-papier et qu'elle était d'origine algérienne et qu'elle vivait avec une femme, ça passait quand même. Mais là, ne pas s'adresser aux fillonistes, c'est quand même, je crois, une erreur stratégique qui va peut-être au-delà même de dimanche, parce qu'on sait qu'il y a des tensions au sein du FN, on le raconte ça dans le deuxième tome, avec Marion Maréchal. C'est-à-dire peut-être passer d'une extrême droite populiste, celle de Marine, à une extrême droite conservatrice, celle de Marion Maréchal, qui se dit finalement à la faveur de ces scores, ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie et essayer plutôt de construire sur les ruines de la droite républicaine. Alors, puisque vous parlez de la jeune Marion Maréchal, est-ce que vous êtes surpris de l'adhésion des jeunes Français, d'un bon nombre de jeunes Français, au Front National? Deux choses. La première, il faut analyser le vote des jeunes comme on analyse le vote de l'ensemble de la population, c'est-à-dire en prenant en compte que nous sommes désormais rentrés dans des démocraties de l'abstention où beaucoup de gens ne votent pas. Les jeunes, majoritairement, le phénomène, c'est ce qu'on appelle l'intermittence électorale, c'est que les jeunes votent une fois tous les 3 élections, une fois tous les 4 élections. Donc quand on dit un tiers des jeunes sont Front National, c'est un tiers du corps électoral des jeunes. C'est pas un tiers des jeunes. C'est un peu comme on analyse le vote outre-mer. On dit tout d'un coup, elle est en tête du vote outre-mer, oui, mais sur un ultramarin sur 2 qui reste à la maison. Donc c'est quand même, c'est l'analyse. Alors c'est le jeu institutionnel, mais c'est quand même important de le souligner. La deuxième chose, c'est que le discours porte du Front National. Le discours d'anti-mondialisation pas seulement commerciale ou pas seulement financière, mais aussi de refus du brassage des populations. Donc il y a un discours identitaire qui porte aussi chez un certain nombre de jeunes Français, et ça c'est effectivement préoccupant, mais ça veut dire qu'il faut proposer face à cela non pas seulement de construire des barrages, non pas seulement de construire des digues, mais il faut poser aussi une vague humaniste relationnelle, de dire, oui, c'est un peu la polysémie du tome 3, parce qu'on appelle ça la vague. C'est vraiment la vague nationaliste. Mais face à cette vague nationaliste, il faut une contre-vague humaniste, relationnelle. Il faut des programmes qui expliquent pourquoi le monde est positif et pourquoi c'est pas simplement une menace pour nos emplois, notre culture et notre avenir. Le pire, cette vague, justement, vous le décrivez dans ce tome 3, ce livre illustré, cette science-fiction civique, qui a touché déjà 500 000 lecteurs. Bravo, félicitations, c'est un gros succès. Merci. Dont voici la suite que je montre à nos internautes qui nous suivent également. Résumé des 2 premiers tomes, c'était Marine Le Pen qui arrive donc à la présidence. On fait tout pour. Faites-nous le résumé un petit peu rapide, parce que le tome 3... Oui, il fait peur, comme les 2 premiers d'ailleurs. Oui, mais le tome 3, à la différence, on sort par le haut. C'était avec le tome 3, d'ailleurs, avec une Guyanaise qui est à la tête de l'État à la fin. Exactement, Christiane Taubira, pour ne pas la nommer. Et donc, on sort par le haut, on s'est amusé avec Farid à écrire la 6e République, on a essayé de proposer des choses positives, parce que c'est vrai que nos lecteurs, sur tome 1 et tome 2, on dit, ouais, c'est super, mais on est complètement déprimés. Donc là, le tome 3, l'objectif, c'était vraiment de proposer quelque chose de positif et essayer de
une voie d'avenir pour débattre. Tome 1 et 2, c'est vrai qu'il y a ces histoires, on a essayé de raconter ce que serait la France sous Marine Le Pen. Alors dans le tome 1, on a essayé d'avoir le nez un petit peu, on a été assez sérieux, c'est un peu politique. C'était très pointu, c'était assez très précis. Le tome 2, on s'évade un peu sur... Il y a un scénario un peu plus tortueux, un peu plus aventurier, où on envisage notamment l'indépendance des Antilles, parce que évidemment, l'outre-mer, pour nous, elle est une partie composante complètement essentielle de cette histoire-là. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Marine Le Pen en parle dans ses discours. Hein. Tout à fait. Alors hier, par contre, dans le débat, il y a que Macron qui en a énormément parlé, beaucoup. Mais pour dire, beaucoup, pas suffisamment par rapport à d'habitude. Voilà. Mais il a fait sa carte blanche, on lui a proposé une carte blanche à la fin, et il a failli la faire sur l'outre-mer en disant j'aurais pu la faire sur l'outre-mer. Finalement, je le fais sur le handicap, mais bon, c'était une manière de dire qu'il y avait un programme pour l'outre-mer. Dans ce troisième tome, Marine Le Pen remplacée par Marion. Marion, c'est pire que tout, avec un pacte avec le diable, pacte avec le diable, les diables, Trump et Poutine. Ça a fait d'ailleurs l'objet de pas mal de discussions hier dans le débat. Trump, Poutine. Exactement, leur positionnement par rapport aux deux, par rapport à Trump et par rapport à Poutine. Et vous avez vu ce qu'a dit Marine Le Pen, votez pour moi parce que je suis comme eux, parce que je peux parler avec eux, parce que j'ai la même conception du monde, c'est-à-dire un monde de nations, et de rapports de force. Et en plus, sur la forme, c'est-à-dire que je sais parler avec eux, parce que je parle fort, parce que elle était très trumpisé hier, dans sa manière de s'exprimer, on a pensé beaucoup. Moi, j'ai évidemment mon tropisme américaniste, mais j'ai vu des commentateurs français la comparer à Trump. Et d'ailleurs, même dans l'après-débat, vous avez remarqué qu'elle continuait à parler à tous les journalistes qui voulaient bien l'interroger, comme faisait Trump dans les débats, alors que Macron, lui, est monté dans sa voiture, il est parti en route vers Dodo et puis préparer ce matin France Info. Elle a continué à parler à tous les journalistes, ça c'est Trump. C'est Trump. Vous parlez à la place de vos personnages dans ces trois tomes, avec de magnifiques illustrations. Est-ce qu'à un moment tellement impliqué à la place de ces personnages, vous arrivez à à en trouver de la sympathie ? En tout cas, l'objectif, c'était l'empathie pour les personnages. C'est-à-dire que si on avait été dans la caricature, il y a déjà eu des caricatures de Le Pen, etc. Ce ne serait pas écrit comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne serait pas écrit comme ça. Et en plus, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, vous avez dit, on a touché plus de 500 000 lecteurs. Ça veut dire que ce n'est pas que des anti-lepénistes de pur et dur. C'est aussi beaucoup d'indécis, beaucoup de gens qui réfléchissent, voire quelques électeurs FN qui ont voté FN pour les élections locales, mais qui se disent quand même le cap pour l'Élysée. Vous avez vu, hier, dans le débat, il y a 12% d'électeurs FN qui ont trouvé qu'elle n'était pas pertinente. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, nous, on a essayé de chercher au-delà. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu caricaturer, notamment dans le tome 1, il y a Jean-Marie Le Pen qui décède, et donc Farid Boudjelal dessine cette scène où elle est à l'enterrement de son père, et donc là, il y a de l'empathie pour les personnages. C'est pas pour la rendre sympathique, c'est disons pour la rendre juste humainement. C'est-à-dire qu'en étant au plus proche, on a fait une grosse enquête également, notamment dans le tome 2, sur vraiment qui était Marion Maréchal Le Pen, qui est Marine Le Pen, qui est son entourage, pour essayer d'être vraiment au plus proche, pour que les Français la connaissent. Pas l'intime pour l'intime, mais l'intime pour une compréhension politique de qui sont ces gens. Quasi inévitable, d'ailleurs, cette dissension entre la nièce et la tante, selon vous ? Oui, nous, on raconte vraiment, c'est vrai que le scandale au sommet de l'État, mais effectivement, on pense que ce clivage, cette division, alors personnelle, intime dans cette famille, c'est terrible d'ailleurs, d'un jeu de mots, on dit à un moment donné, pour des gens qui réclament le droit du sang, eux dans leur propre famille, le droit du sang, ça marche pas bien. C'est compliqué. Ça marche pas bien. D'ailleurs, j'ai fait dans une de mes émissions, j'ai fait dire ça à Jean-Marie Le Pen. Je lui ai
dis mais attendez, vous rediriez encore que vous préférez votre fille à votre voisine à une étrangère, etc. Il me dit oui, je leur dirai encore, mais il y a quand même quelques exceptions. C'est quand même terrible, cette famille quand même à psychanalyser. Donc oui, je dirais que c'est inévitable aussi parce qu'il y a une rupture politique nette entre ces deux tendances, Philippot d'un côté, Marion Maréchal de l'autre. Mais là, l'occasion ratée pour eux, s'ils ne gagnent pas dimanche, c'est que cette division pouvait être utile cette fois-ci. C'est-à-dire Philippot allant discuter avec les mélenchonistes et Marion Maréchal essayant de ramener les fillonistes, cette hydre à deux têtes pouvait déboucher sur quelque chose de positif. Heureusement, elle s'est complètement autodétruite dans ce discours, dans ce débat d'hier. Attention néanmoins à l'abstention dimanche. Elle perdra cette élection, c'est sûr, si les gens vont voter. Si les gens vont voter, c'est bien clair. Encore une fois, moi je suis surpris dans votre livre illustré de la façon dont vous allez chercher les infos avec des détails. Dans ce tome 3, on voit comment, on est en 2023, on voit comment les choses pourraient se passer avec du Google, du Facebook, tous ces réseaux sociaux qui nous pistent. Il y a véritablement... Alors ça fait peur, bien sûr, mais on se dit, oui, c'est... Exactement, Jean-Marc, c'est dans une vérité possible. En fait, je vous dis les choses. C'est pas un bouquin sur Marine Le Pen, au fond, même si on a quand même beaucoup travaillé Marine Le Pen, beaucoup travaillé le terrain français, mais c'est plutôt une réflexion sur le totalitarisme. Moi, j'ai été beaucoup marqué, je dis pas qu'on est du tout au niveau évidemment de ces grandes œuvres, j'ai été beaucoup marqué par Orwell, par 84, par Ionesco, par Rhinocéros, toutes ces œuvres m'ont beaucoup marqué et je voulais une réflexion actuelle sur le totalitarisme, et cette fois le totalitarisme 2.0. Quelles sont les menaces de totalitarisme au XXIe siècle? De mon point de vue, elles sont nombreuses, ces menaces, et c'est ce qu'on a essayé dans ces 3 BD, cette trilogie qui ne comportera pas de quatrième. Cette fois, je ne fais pas les adieux à vous savez, les compagnons de la chanson. Là c'est des vrais adieux. C'est une réflexion sur le totalitarisme et sur nos sociétés à l'aune au début du XXIe siècle. Cet exercice vous a plu à vous personnellement? Cet homme d'histoire, de l'histoire, des histoires, qui se projette autant dans le futur? Oui, parce que l'historien, je le dis souvent, n'est pas celui qui travaille sur le passé, mais qui travaille sur le temps qui passe. Donc j'allais dire que l'historien, il s'intéresse au passé certes, mais aussi au présent et au futur, au temps qui passe, c'est-à-dire à ce qui évolue, à ce qui est permanent. C'est pas la vision classique de l'historien qui travaille que sur le temps passé. Vous savez, il y a un courant d'histoire qui s'appelle l'histoire du temps présent. Et là, peut-être qu'on est en train d'ouvrir, très modestement, l'histoire du temps futur. Quelle est la meilleure critique que l'on vous ait faite sur cette trilogie, justement? Il y a plein de choses. Il y a Yann Moix qui nous dit, effectivement, c'est ce qu'on fait de mieux en BD. Enfin, il y a des choses même... Moi les critiques que j'ai préférées, peut-être, c'est du monde de la BD. Parce que moi, je viens pas du tout du monde de la BD. C'était mes premières BD. Et donc, de voir des gens qui pourraient se dire, bon, attends, lui, il débarque et il fait un best-seller. Il pourrait y avoir de la jalousie, ou il pourrait... Et au contraire, toutes les critiques positives venant de ce monde de la BD, je les prends peut-être à compte double pour moi. Voilà, et cette trilogie, c'est avec Laurent Muller, Farid Boudjelal et vous-même, François Durper. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Marc Thibaudier. La suite du débat, d'ailleurs, pour nos auditeurs, ils vont le suivre tout à l'heure avec El Tom, les témoins d'outre-mer, avec Célia Cléry et d'autres intervenants. Vous continuez de débattre tout à l'heure, et nous, on retransmet à midi, c'est dans une demi-heure. Merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir, bon courage.